Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous l'histoire du yoga, parce que l'histoire du yoga est assez complexe. C'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver, donc je voulais essayer de vous expliquer, on va dire, les grandes lignes, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi, je ne suis pas assez avertie, on va dire, sur le sujet pour rentrer vraiment dans les détails et en parler très précisément. Il y a d'autres personnes qui le font très bien, qui ont déjà fait énormément de recherches sur le sujet. Mais je vais vous expliquer dans les grandes lignes et vous allez voir que même dans les grandes lignes, ça reste assez complexe. Donc pour commencer, le yoga est apparu il y a à peu près 4000 ans en Inde. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la grande majorité du moins le sait, c'est que le yoga vient véritablement de l'Inde. Voilà, c'est le pays fondateur du yoga, c'est là où on retrouve tous les maîtres yogis qui ont formé de nombreux professeurs et du coup qui maintenant forment d'autres professeurs en Occident. Donc on retrouve les premiers écrits du yoga en 200 avant Jésus-Christ. C'est donc les Yoga Sutras de Patanjali. J'ai déjà pu évoquer à nombreuses reprises cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage fondateur, on va dire, du yoga. C'est ce qui retrace pour la première fois à l'écrit l'histoire du yoga, la base du yoga. Donc hormis les Yoga Sutras de Patanjali, on retrouve également d'autres textes fondateurs pour le yoga. Donc je vais vous les citer. Vous pourrez aller voir un petit peu plus précisément si ça vous intéresse à quoi ça correspond. Je ne vais pas rentrer dans vraiment tous les détails aujourd'hui. J'ai vraiment sélectionné des parties de l'histoire du yoga. Des parties qui sont assez simples, mine de rien, aussi à expliquer parce que je suis pas spécialiste de l'histoire du yoga. L'histoire du yoga, comme je vous le disais, est vraiment très complexe. Il y a énormément de personnes qui en parlent 10 fois mieux que moi, qui ont fait des recherches dessus, qui sont chercheurs, qui ont fait des thèses, etc. Dessus, je pense qu'ils sont beaucoup plus avertis que moi, mais je vous explique un petit peu par rapport à mes recherches, par rapport aux livres que j'ai pu lire et par rapport aux cours que j'ai pu avoir lors de ma formation. Donc les autres textes qui permettent aussi de retracer l'histoire du yoga et qui sont un peu fondateurs également du yoga. Donc il y a le Vedanta, les Upanishads, la Bhagavad Gita. Donc la Bhagavad Gita, je crois que je l'ai déjà abordé avec vous l'année dernière lors des vidéos également de Noël. Donc pareil, c'est un des textes assez fondateurs du yoga qui explique et qui retrace une histoire. Il y a le Samkhya également, le Hatha Yoga Pradipika et le tantrisme et le bouddhisme. Donc il faut savoir que le yoga se base également sur des religions. Donc tous les ouvrages que je viens de vous citer nous amènent à la recherche du sens de l'existence en explorant les voies yogi. Donc c'est-à-dire qu'on va servir du yoga pour essayer de trouver un sens à notre existence, un sens à des questions qu'on peut se poser. Donc je vous ai parlé du tantrisme dans un des ouvrages qui est fondateur du yoga. Donc il faut savoir que le tantra, donc c'est le culte de la féminité, est une des bases du yoga. Le tantrisme, pour vous expliquer rapidement, c'est un système spirituel très élaboré donc en Inde. On retrouve donc notamment son inspiration dans deux religions, l'hindouisme et le bouddhisme. Donc le tantrisme est vraiment au cœur en fait de déjà ces deux religions, mais de d'autres textes également. Donc pour faire un petit point, parce que je sais que c'est pas forcément évident de s'y retrouver entre le bouddhisme, l'hindouisme, le tantrisme, etc. Donc le tantrisme, je vous ai dit que c'était une élaboration spirituelle, donc très élaborée. Le bouddhisme, donc c'est une religion où le dieu du bouddhisme est Bouddha. Et donc pour l'hindouisme, c'est un petit peu plus complexe, on va dire, puisqu'il y a 3 dieux pour cette religion. Donc les 3 dieux, on a
Brahma, Vishnu et Shiva. Pour ceux qui sont un petit peu intéressés déjà au yoga auparavant, c'est des noms qui vont vous parler. Vous allez peut-être pas savoir à quoi ça correspond. Je vais vous expliquer un petit peu leur rôle, on va dire, dans l'hindouisme. Et donc ces 3 dieux dans la religion hindoue ont vraiment 3 rôles différents à chaque fois. Donc on a Brahma qui est le dieu créateur de l'univers, de la matière. Ensuite on a Vishnu qui est le conservateur de l'univers. Et donc pour ceux qui sont un petit peu avertis dans les textes, dans toutes ces histoires-là, parce que tout se recroise en fait, c'est ça qui est compliqué dans l'histoire du yoga, c'est qu'il y a vraiment énormément d'informations qui se recroisent, que ce soit entre les religions, entre les histoires, entre les textes fondateurs. Donc des fois c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Mais donc Vishnu c'est le conservateur de l'univers et il est également représenté par l'incarnation de Krishna dans la Mahabharata. La Mahabharata c'est également un ouvrage qui raconte une histoire liée au yoga, on va dire. Je vous le fais assez simple. Je vous donne les grandes lignes. Si vous voulez aller voir beaucoup plus précisément, je vous laisse aller voir plus précisément. Il y a énormément de podcasts. Une des personnes que j'adore écouter parler du yoga, du sanskrit et de plein de choses, de la philosophie du yoga, c'est Colette Poggi. Donc ça a été une de mes professeurs lors de ma formation de yoga et je trouve que c'est une personne, alors déjà dans sa manière de parler, on boit ses paroles, en tout cas moi je peux rester l'écouter des heures. Je trouve qu'elle raconte les choses d'une manière très passionnante et très passionnée et c'est vraiment une vraie passionnée du yoga et de l'histoire du yoga. Donc voilà, il y a Colette Poggi, il y a le podcast Salutations Podcast qui retrace aussi beaucoup d'éléments de l'histoire du yoga, des textes fondateurs, de personnes qui ont un rôle dans le yoga, des professeurs, des créateurs de marques de yoga. Voilà, donc il y a ce podcast-là qui est vraiment très intéressant et puis vous pouvez retrouver plein d'ouvrages, plein de podcasts. Il y a également, je pense, des films. Honnêtement, j'en ai pas regardé. Mais voilà, il y a pas mal de documentation sur le sujet. Après, c'est pas forcément explicite dans le sens c'est l'histoire du yoga et basta. Faut vraiment aller rechercher vraiment dans tous les ouvrages là, que je suis en train de vous citer pour avoir des informations plus précises. Et donc ensuite, en 3e dieu, donc on a Shiva, donc qui lui est le dieu destructeur. Il dissout l'univers pour en créer un nouveau. Et donc Shiva est assez connu dans la religion hindoue parce qu'on va voir qu'il a également un rôle au niveau du tantrisme. Et on peut aussi donc retrouver sa femme Shakti, alors qu'il n'y a pas forcément ce nom-là tout le temps, puisque sa femme donc Shakti peut avoir plusieurs incarnations. Alors il y a Durga, la guerrière, il y a Uma, la favorable, et il y a Kali, la terrifiante. Donc on peut la retrouver pareil, donc on va parler de Shakti, donc la femme de Shiva, et on va pouvoir retrouver donc sous ces noms Durga, Kali, Uma dans différentes histoires. Une fois on va pouvoir parler de Kali, mais du coup il faut savoir retracer à chaque fois les informations, savoir qui est Kali au final, parce que c'est très vite, c'est très facile de s'y perdre. Hein. Au début je m'y perdais. Ça va de mieux en mieux, mais il y a encore des points qui ne sont pas forcément très bien éclairés, on va dire, pour moi. Donc je continue mes recherches, je continue de me documenter et d'apprendre. Et ensuite, donc, on a le fils de Shiva et de Shakti, donc Ganesh, que vous pouvez, je pense, en mémoire visuelle, retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le dieu avec la tête d'éléphant, qu'on retrouve beaucoup donc, dans les symboles de l'Inde, du coup de l'hindouisme, parce que ça fait partie de leur religion. Et donc ce fils, Ganesh, il est le dieu de la sagesse, il apporte bonheur et il réduit les obstacles de la vie. Donc voilà, donc là je vous ai parlé du bouddhisme, de l'hindouisme, maintenant on va revenir au tantrisme, donc qui est la base du yoga. Donc dans le tantrisme, on va pouvoir retrouver Shiva et Shakti comme j'ai pu vous le dire auparavant. Donc on retrouve des éléments ici de l'hindouisme
Et alors je rentre pas forcément dans tous les détails, mais comme je vous le disais, toutes les informations se recroisent, donc c'est vraiment pas simple de s'y retrouver. Il faut vraiment prendre le temps, y aller petit à petit pour vraiment mieux comprendre l'histoire du yoga et puis l'histoire de toutes ces religions qui sont, je trouve, très intéressantes à étudier. Donc Shiva va représenter dans le tantrisme le principe mâle, donc l'homme, et la conscience. Donc il est associé à la conscience dans l'histoire du yoga, dans le tantrisme. Et ensuite donc, on retrouve sa femme, Shakti, donc, qui représente la femme et qui est dans le tantrisme une figure de transformation. Donc je vous ai expliqué un petit peu ici l'histoire vraiment très ancienne du yoga, les textes fondateurs, les fondements du yoga. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment le yoga est apparu en Occident, parce qu'il n'est pas apparu comme ça non plus. Le yoga a été introduit en Occident par Vivekananda lors d'un discours en 1983 à Chicago pour le Parlement des religions. Donc, lors de ce discours, il nomme en fait l'hindouisme, donc la religion hindoue, comme la mère de toutes les autres religions. Donc avec ce discours qu'il apporte avec une très grande assurance, il va devenir très célèbre et très populaire aux États-Unis, où il va rester y vivre quelques années. Et donc ensuite, suite à ce discours donc au Parlement des religions, où il fait quand même la promotion de l'hindouisme, il va écrire un ouvrage donc, qui s'appelle Raja Yoga. Donc Raja veut dire roi, donc yoga roi. C'est ce qui va mettre dans un premier temps le yoga sur le devant de la scène. Ensuite, on peut voir en parallèle que donc il y a l'Empire britannique qui arrive en Inde, donc qui vient coloniser l'Inde, et la culture physique en Occident commence à prendre une place de plus importante, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France aussi. Donc voilà, en Occident, ça commence à faire son apparition, la culture du corps, le fait d'être bien dessiné, d'être en forme physiquement, d'être musclé mais aussi souple. Et donc en fait, avec cette culture du corps, ce culturisme, les Occidentaux veulent, donc avec cette culture du corps, ce culturisme, les Occidentaux veulent se muscler, veulent être plus musclés, veulent être un petit peu plus souples, veulent être en forme en fait physiquement et vraiment avoir ce corps très bien dessiné c'est l'apparence qui ressort. Donc en fait on retrouve, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vieilles photos de yoga, mais c'est vrai que les yogis d'il y a quelques temps sont vraiment des personnes qui sont assez fines, qui sont très musclées, qui arrivent à faire des postures qui sont vraiment assez impressionnantes, que même moi aujourd'hui je n'y arrive pas encore parce que ça demande énormément de travail, mine de rien, sur le corps, sur l'esprit, sur tout ça, et qui sont également très souples. Donc c'est des choses que les Occidentaux apprécient et voudraient retrouver un petit peu chez eux également. Donc c'est comme ça que le yoga va également prendre une place assez importante en Occident, puisque du coup les Britanniques qui ont colonisé, enfin qui sont en train de coloniser l'Inde, sont en train de ramener un petit peu cette culture yogi chez eux. Donc ça me fait penser également à un parallèle par rapport au Pilates. Donc Joseph Pilates qui est un anglophone il me semble, j'ai peur de dire une bêtise mais il me semble que c'est un anglophone, s'est inspiré du yoga pour créer le Pilates. Donc voilà, on voit que tout ça a un lien, que c'est vraiment la culture du corps qui a amené le yoga à être devant la scène et plus forcément l'aspect spirituel, philosophique qu'on retrouve également dans le yoga. Et donc, le yoga n'est pas arrivé en Occident non plus tout seul, puisqu'il a fallu que des personnes soient formées, que des professeurs puissent transmettre leur savoir et leur pratique. Donc, on va retrouver des personnes qui sont très importantes dans l'histoire du yoga, qui ont joué un rôle assez important dans le développement aussi du yoga. Donc, on retrouve notamment Krishnamacharya, qui lui n'est jamais sorti de l'Inde, il est toujours resté en Inde, il n'est jamais allé en Occident pour faire partager son savoir et le transmettre. En revanche, il a formé notamment 2 professeurs, 2 maîtres yogis. Donc il y a Patabi Jois. Alors si vous n'êtes pas du tout averti par rapport au yoga, ça va pas du tout vous parler. Par contre, si vous êtes un petit peu averti, je pense que le nom Patabi Jois, vous l'avez déjà entendu.
Donc il faut savoir que donc, Pattabhi Jois a été un élève de Krishnamacharya et ensuite ils ont formé ensemble l'Ashtanga Vinyasa. Donc l'Ashtanga Vinyasa est un mélange des connaissances et de la pratique de Krishnamacharya et de Pattabhi Jois. Et ensuite donc, on retrouve BKS Iyengar qui a été donc, également formé par Krishnamacharya. Alors les noms sont assez complexes pour nous occidentaux à prononcer, il faut prendre le coup, faut les avoir entendus assez régulièrement pour pouvoir les dire, je trouve, plus facilement. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas des noms qu'on a l'habitude de prononcer. Il y a des syllabes qui sont pas forcément très fluides pour nous occidentaux. Et donc, Iyengar, donc c'est le fondateur du yoga Iyengar. Alors pourquoi il a fondé l'Iyengar? Donc il l'a fondé tout seul malgré que ce soit un élève de Krishnamacharya. C'est parce que donc on raconte que Krishnamacharya était un maître yogi très dur avec ses élèves et que Iyengar n'avait pas forcément les aptitudes physiques qui étaient reconnues et recommandées, on va dire, pour le yoga traditionnel, enfin le yoga qu'il enseignait en tout cas. Et en fait, voilà, il y a eu des petites discordes entre eux. Ce qui a fait que Iyengar a décidé de quitter l'apprentissage de Krishnamacharya. Il a décidé de se créer un propre yoga avec du coup des instruments, des outils en fait pour l'aider à s'amener dans les postures. On a retrouvé notamment les briques, des chaises, des sangles. Donc on doit aujourd'hui un petit peu tous ces outils-là à Iyengar parce que lui qui n'avait pas forcément le corps parfait d'après Krishnamacharya pour pratiquer le yoga, et il a trouvé son autre méthode pour pouvoir faire les postures sans avoir forcément les aptitudes physiques de base. Et ensuite, un des personnages qu'on retrouve également énormément, donc il y a beaucoup d'histoire et de passé qui n'est pas forcément très clean et très sain. On a Bikram, donc Sundari Bikram, donc, qui était aux États-Unis. Alors j'ai pas réussi à retrouver, je suis pas allée non plus rechercher très en profondeur, mais qui a été son maître yogi de base. Mais du coup Bikram, je sais qu'il y a un reportage sur lui, enfin sur son histoire sur Netflix je l'ai regardé, assez intéressant. Après, qui est assez, au niveau des histoires qu'il y a eu, je trouve qu'il est assez dur quand même comme reportage. Ça va pas avec l'image qu'on se fait, on va dire, du yoga. Ça correspond pas. Enfin, moi, ça me dérange un petit peu. Bon, c'est pour ça que ce personnage-là a beaucoup dérangé et que maintenant, à la base, le yoga qu'il a inventé, donc qui s'appelle le Bikram Yoga. Les personnes qui ne veulent plus être associées à Bikram appellent ça le hot yoga. Donc c'est un yoga qui se pratique dans une salle qui est très chauffée, où on retrouve, il me semble, 26 postures. Donc on refait comme ça à la suite dans une salle qui est vraiment très 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 chauffée, donc pas loin des 40 degrés il me semble. Voilà, c'est un style de yoga assez particulier, je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas si je le testerai un jour par curiosité, je pense que si. Mais voilà, c'est pas celui qui m'intéresse, on va dire, le plus comme ça. Mais il fallait quand même que je parle de Bikram parce qu'il a eu un énorme impact en fait aux États-Unis, notamment à Hollywood, où il donnait des cours à de nombreuses stars de films, etc. Donc des stars de Hollywood. Donc voilà, il a quand même eu son importance parce que c'est ce qui a permis aussi de mettre en avant et en lumière le yoga. Donc après, il y a plein d'autres histoires, il y a plein d'autres éléments qui rentrent dans l'histoire du yoga. Je vais pas forcément rentrer dans tous ces détails-là. Il y a énormément de personnages qui ont eu leur importance dans le yoga, dans l'histoire du yoga, dans le développement du yoga. Mais voilà un petit peu les 3-4 noms que je peux vous donner dans des personnes qui ont pu amener le yoga en Occident. Donc c'est comme ça que le yoga qu'on connaît aujourd'hui est apparu chez nous. Le yoga ne cesse quand même d'évoluer avec son temps, donc on retrouve des nouvelles pratiques comme le yoga mélangé au pilates qu'on retrouve depuis quelques années. Voilà, le yoga continue d'évoluer tout en gardant quand même son empreinte très historique et très culturelle.
Et je trouve que c'est important de pouvoir recontextualiser un petit peu les choses, de savoir d'où vient le yoga, même si, comme je vous ai dit, cette vidéo n'est pas forcément la plus complète possible. Ça retrace vraiment les grandes lignes de l'histoire du yoga. Si vous avez envie de vous y intéresser un petit peu plus, si je vous ai donné envie d'aller creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à aller rechercher dans les textes, les personnes, etc. que j'ai pu vous citer. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.